Bonjour à tous, on s'excuse pour ce petit retard à l'allumage, ce sont des choses qui arrivent quand on sort de loin et qu'on arrive à gérer. Voilà, en tout cas, bonjour à tous, si vous êtes à table, bon appétit, vous êtes dans le ZCL au moins jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup de l'emploi puisque le directeur régional adjoint du Pôle emploi Guadeloupe est avec nous, M. Stéphane Jules, bonjour. Bonjour. On parlera aussi de médiation familiale avec Mirella Valerius qui, comme chaque semaine, vient ici nous parler des relations quelquefois mauvaises entre parents et enfants, entre ados et parents. C'est une question qui est à l'ordre du jour dans les relations familiales et Mme Mirella Valerius va essayer de décrypter pour nous ces relations. Et puis comme chaque mardi, la rubrique Nouvelles technologies, Innovation exactement, avec Karine Duménil. Mais sinon, tout de suite, les titres de l'actu, c'est avec Jessie. Bonjour. Merci Danick et bonjour. Le Natural Hair Care Expo, c'était le salon du cheveu naturel qui s'est déroulé les 27 et 28 février au Palais des Sports du Gosier. Une deuxième édition pour ce salon qui a eu un très vif succès auprès des visiteurs. Et direction de l'Hexagone, le Guadeloupéen Benoît Foucan-Pérafide a été élu le meilleur apiculteur en France. Ce prix de l'excellence décerné donc cette année est un bon point pour vendre l'apiculture guadeloupéenne sur ce salon de l'agriculture qui, on le rappelle, se déroule en ce moment à la porte de Versailles à Paris. Et enfin, le design et les arts appliqués sont une discipline proposée par le lycée polyvalent Raoul Georges Nicolo à Basse-Terre. Nous avons profité de leur journée porte ouverte vendredi dernier pour découvrir cette filière avec les enseignants et les élèves. Et c'est la fin de ce sommaire pour les titres d'aujourd'hui. On vous retrouve tout à l'heure, Jessie. Alors je disais donc qu'on va parler de l'emploi qui est toujours catastrophique, c'est la véritable plaie en Guadeloupe. Pour cela, nous avons fait venir le directeur adjoint régional du Pôle emploi, c'est l'organisme qui théoriquement gère les chercheurs d'emploi, en tout cas les chômeurs, et il va peut-être nous conforter dans notre point de vue. Les choses bougent sensiblement en ce moment pour l'emploi? Alors on fait tout pour les faire bouger, surtout au niveau des actions, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour les demandeurs d'emploi, on propose des actions concrètes. On a aujourd'hui un chiffre du chômage qui est très élevé en Guadeloupe, vous l'avez dit, avec une évolution sur l'année qui est à la baisse. Après, il faut être prudent. Effectivement, les chiffres, on les regarde tout le mois. L'important aujourd'hui, c'est quelles actions concrètes on met derrière. Oui, alors en ce qui concerne la permanence des chiffres du chômage, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'à La Réunion, ou en Nouvelle-Calédonie, enfin quelle que soit la région considérée, hors de l'Hexagone, qu'est-ce qui fait que dans ces régions-là, nous sommes toujours à des chiffres catastrophique, plus de 25%, quelquefois 35% jusqu'à 40%. Alors aujourd'hui, on est à pratiquement 23-24% en Guadeloupe et île du Nord. C'est effectivement des chiffres très élevés. Après, historiquement, les chiffres dans les DOM ont été plus importants. Vous parlez de la Martinique et aussi de la Réunion. C'est des chiffres qui sont élevés historiquement. On est pratiquement au double de la métropole. Ce qu'on regarde, c'est sur ces 10 dernières années, l'évolution. Et effectivement, aujourd'hui, il y a eu une augmentation en métropole qui est plus importante par rapport à la donnée il y a 10 ans. Et nous, on reste à un niveau élevé, mais on réussit aujourd'hui à contenir ce niveau élevé. Maintenant, il faut qu'on passe et qu'on arrive à une action complémentaire qui fasse baisser ce chômage de masse que nous vivons. C'est possible? On fait tout pour. On fait tout pour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis on, c'est pas Pôle emploi, puisque Pôle emploi inscrit, indemnise et accompagne les demandeurs d'emploi. Pôle emploi est vraiment le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'on doit ensemble tous faire des actions concrètes. Quand je parle d'ensemble, c'est tous les partenaires. Oui. Mais quelle est la solution justement? Elle est au niveau de la formation surtout? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs types de solutions. La première chose, c'est déjà de bien connaître, et c'est l'expertise de nos conseillers, c'est de bien connaître le territoire. Dans chaque agence, aujourd'hui, les 13 agences du territoire, bientôt 16 à l'horizon 2017, l'important c'est d'avoir un diagnostic territorial et local bien connu par les conseillers. Ça veut dire que derrière, on accompagne encore mieux les demandeurs d'emploi par rapport aux besoins du territoire. La formation, c'est un moyen, c'est ce que je disais, c'est-à-dire on connaît les besoins du territoire, ça permet de former les demandeurs d'emploi guadeloupéens pour les besoins du territoire. Et après, il y a le travail en prospective aussi, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui va recruter dans un an, quelle boîte va ouvrir dans 6 mois pour justement former les demandeurs d'emploi au plus tôt.
Alors justement, je sais que le gouvernement veut mettre en place son plan 500 000 formations cette année. Donc il a fait appel à tous les acteurs dans le domaine, y compris Pôle emploi. Donc à votre niveau, quelles sont les formations que vous voulez proposer aux demandeurs d'emploi dans ce cadre-là, et aussi quand est-ce que ça sera déployé en fait? Alors aujourd'hui, en fait, l'ensemble des partenaires, conseil régional, Pôle emploi, conseil départemental, aujourd'hui on travaille déjà sur notre plan d'action 2016, plan de formation qui était positionné avant le démarrage du plan 500 000. Donc le plan 500 000 va nous permettre de tous aller plus loin. D'accord ? Pour autant, le plan qu'on avait déjà mis en place et qui a déjà démarré très fort en ce premier trimestre permet de répondre aux besoins, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les formations que nous avons achetées, soit en formation collective, soit en formation individuelle, sont liées aux besoins de recrutement du territoire. Ce que le plan 500 000 doit nous permettre, c'est d'aller plus loin, notamment sur le volume de formation. Et c'est quel type de formation à peu près? Alors aujourd'hui, on repart des besoins du territoire. On a tout ce qui est volet agriculture, où effectivement on doit voir comment on peut travailler plus en amont, comment on peut aussi créer parfois des niches, des marchés, tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est hôtellerie, restauration. C'est des secteurs notamment sur lesquels aujourd'hui on a travaillé. Il faut vraiment différencier deux types de secteurs entre guillemets, des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois mais en volume important, et des secteurs sur lesquels on est sur des plus petits volumes, et là il faut faire des formations qui sont totalement adaptées, et c'est pour ça que la formation individuelle est aussi importante. Ça a déjà commencé ou ça sera mis en place? Alors ça a déjà commencé, puisque le budget de formation de l'ensemble des partenaires, on l'a eu en début d'année 2016, donc on a déjà un bon nombre de formations qui a commencé, puisqu'aujourd'hui, typiquement sur les formations Pôle emploi, on est déjà pratiquement à 14% sur le premier mois d'utilisation du budget annuel. Encore une fois, partons des besoins du territoire et en répondant encore mieux à la problématique du chômage. Alors traditionnellement, on dit que dans nos régions, on crée beaucoup d'entreprises, quelquefois des entreprises avec un salarié. Alors est-ce que dans vos perspectives et dans votre accompagnement, il est prévu justement de renforcer ou trouver des solutions pour renforcer ces entreprises et les aider à recruter? Parce qu'en fait, le chef d'entreprise qui crée un emploi, c'est son propre emploi, il ne peut souvent pas bénéficier d'aide ou etc. Je ne parle même pas du millefeuille traditionnel pour pouvoir recruter un salarié. Qu'est-ce que Pôle emploi, comment on envisage un peu cette problématique? Alors, il y a deux points sur ce volet-là. Le premier, c'est que Pôle emploi a mis en place depuis janvier 35 conseillers qui sont dédiés aux entreprises. Donc c'est nouveau, puisque ce n'était pas le cas, même si on avait déjà de la relation entreprise. Là, c'est des conseillers qui sont dédiés sur l'ensemble des agences à toutes les entreprises. Donc une volonté de personnalisation de la relation entreprise. Donc ça a démarré, ça commence à porter ses fruits, en utilisant les outils que l'on connaît. Par exemple, on a les contrats aidés aujourd'hui. Depuis le début de l'année, on a des contrats initiative emploi. Ça n'existait pas en Guadeloupe, c'est des contrats initiative emploi, donc des contrats aidés pour le privé. Donc je le dis fortement ici aussi, parce qu'il faut que toutes les entreprises soient au courant. Peut-être même l'expliquer. Alors un contrat initiative emploi, c'est un contrat aidé, donc où il y a une participation de l'État, selon la situation de la personne, entre 35 et 45%. Typiquement, on a les CAE, comme on appelle, qui étaient pour le public. Et là, aujourd'hui, on a les CIE qui sont pour le privé, donc qui peuvent bénéficier à toutes les entreprises privées du territoire. Donc c'est important de le dire. Oui. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes qui peuvent être intéressés par ces dispositifs, un certain nombre de seniors aussi, parce que c'est important aussi de proposer des actions. Et les conseillers à dominante entreprise, quand ils vont prospecter, qui vont rencontrer les entreprises, ils leur parlent de l'ensemble de ces dispositifs. Et deuxième point par rapport à ce que vous dites, c'est sur la création d'entreprise, sur un autre volet, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui créent une entreprise. Vous l'avez dit, ça permet parfois de créer son emploi, mais après de pouvoir en créer d'autres. Déjà créer son emploi, c'est une des solutions aujourd'hui qu'il faut qu'on explore plus au loin. On est sur le premier mois là, de l'année, les 2 premiers mois, en augmentation de 16% à Pôle emploi des créateurs d'entreprises. Pour que tout le monde est bien à l'idée, aujourd'hui, il y a l'aide à la création d'entreprise qui existe à Pôle emploi, qui permet d'aider un demandeur d'emploi qui crée une entreprise à lui versant une partie de ses allocations. Oui. Et ça permet de démarrer l'entreprise. Donc c'est aussi des solutions que l'on peut travailler, sachant qu'en plus la règlement de Pôle emploi permet de passer d'un salariat à un entrepreneuriat en fonction éventuellement des périodes de l'année. Et c'est en relation avec la région, ce type de CIE?
Alors le CIE, c'est un dispositif d'État, mais tous les dispositifs que l'on met en place aujourd'hui, c'est État, région, Pôle emploi. C'est-à-dire que même si au départ, sur certains dispositifs, comme les contrats aidés, c'est une mise en place par l'État, pour autant derrière, et c'est le cas dans les emplois d'avenir ou les contrats aidés, il y a toujours une action avec la région, puisque c'est important qu'on travaille tous ensemble. Enfin, pour répondre à la problématique du chômage aujourd'hui, il faut qu'on travaille tous ensemble. Seul, on n'y arrivera pas. Donc vraiment, tous les partenaires doivent avancer dans le même sens. Parce que régulièrement, on entend souvent des annonces faites par la région avec l'État et le Pôle emploi, telle initiative, et puis après, ça fait pchit. Ah ben aujourd'hui, les initiatives qu'on met en place portent leurs fruits. Oui. C'est-à-dire que l'important, c'est le concret et le pragmatisme de l'action. Oui, d'accord ? Les demandeurs d'emploi, aujourd'hui, ils attendent de nous qu'on leur propose des solutions concrètes. Oui. D'accord ? Et on a cette démarche, on a rencontré la région il n'y a pas longtemps, on a cette volonté d'avancer ensemble dans cet axe-là, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer aux demandeurs d'emploi ensemble. Et l'État, aujourd'hui, qui travaille avec nous dans ce triparte, dans cet axe de 3 partenaires, avec le conseil départemental aussi, parce qu'avec eux on travaille aussi fortement sur l'insertion. On a tous la volonté de proposer des solutions pragmatiques. On a la chance cette année, de par les actions, d'avoir un chômage qui sur un an a baissé. C'est la première fois, c'est important. Pour autant, il faut être prudent avec les chiffres et il faut se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin. Oui, et précisément un autre volet qui est intéressant à examiner ici, c'est la création de ce qu'on appelle les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire on se met en auto-entrepreneur. Et bon, la loi a un petit peu changé. Est-ce que ça, c'est un palliatif, c'est un moyen de lutter aussi contre le chômage en encourageant l'auto-entrepreneuriat dans cette région? Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui veulent créer leur boîte. Il faut les aider. Il y a parfois des demi-marches, c'est-à-dire c'est des demi-solutions. On n'en parle pas assez, il faut qu'on en parle tous ensemble. C'est l'entrepreneuriat salarial. Ça permet à certaines de commencer à créer leur boîte, mais sans forcément avoir les risques associés et avoir une aide plus importante, les pépinières d'entreprise. On a un travail aussi avec le MEDEF sur ce sujet-là, donc vraiment avec tous les partenaires. Quelle solution aujourd'hui on propose? Oui, la création d'entreprise est une solution, mais il n'y en a pas qu'une de solution. L'important, c'est la formation, c'est les aides qu'on peut, par exemple aujourd'hui à Pôle emploi, on donne des aides au permis à un demandeur d'emploi pour retrouver un emploi. Donc c'est important aujourd'hui qu'on communique aussi sur toutes les possibilités. Au niveau toujours de la création d'entreprise, donc on sait qu'il y a effectivement l'aide pour pouvoir continuer à percevoir ces indemnités, mais au niveau de la formation, est-ce que vous avez prévu aussi des formations pour accompagner les créateurs d'entreprises sur la partie administrative ou même la partie fiscale qui est parfois très mal connue des chefs d'entreprise? Alors il est important aujourd'hui qu'un demandeur d'emploi, quand il s'inscrit, donc en fait il a un entretien avec son conseiller référent, ils vont définir le projet professionnel, la création d'entreprise, on peut en faire partie. Donc avec son conseiller, ils vont déjà commencer à dire oui, j'ai cette idée, je veux créer. Derrière, après on travaille avec des partenaires, notamment la Chambre des métiers, notamment la CCI, donc la Chambre d'agriculture. Tous ces partenaires-là vont nous permettre d'aller plus loin. On travaille pour l'emploi avec un ensemble de partenaires. On n'est pas expert sur la partie dont vous parlez, sur la comptabilité, etc. L'important, c'est effectivement de passer par le volet formation. Et on a acheté des formations dans ce sens, c'est-à-dire pour aider un demandeur d'emploi qui veut créer son entreprise. On est en train de créer une prestation spécifique aussi, des prestations qui permettent aux demandeurs d'emploi de creuser un peu plus son projet. Après, l'important, c'est qu'un demandeur d'emploi ait l'ensemble du panel des partenaires pour dire je veux créer mon entreprise, vers qui je dois me retourner. Donc on joue ce lien-là aussi. Bien entendu, je vous ai invité parce que j'ai comme le sentiment, mais ça c'est tout à fait journalistique, qu'il y a un petit déficit de communication de la part de Pôle emploi, parce que tout ce que vous venez de dire, j'avoue que moi je ne le savais pas et j'ai comme l'impression que les gens qui nous regardaient ne le savent pas. Alors est-ce qu'il ne faudra pas un petit peu renforcer la com, comme on dit, parce que c'est arrivé que le Pôle emploi fasse des journées, je crois, en public, dans des régions, etc., avec des municipalités, avec l'insertion. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer ces dispositifs-là de manière à ce que plus de gens savent ce qui se passe et ce qui est possible de faire? L'important, c'est que les demandeurs d'emploi et les entreprises aujourd'hui connaissent toutes les possibilités. Oui. Donc on a un travail à faire sur la communication et c'est notamment pour ça que je suis là aujourd'hui. On doit parler, on doit expliquer l'ensemble des possibilités. On doit simplifier aussi, c'est ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses que l'on simplifie. On en parlera peut-être tout à l'heure. On va à partir du 7 mars aussi simplifier l'inscription pour les demandeurs d'emploi et aller vers plus de personnes
personnalisation. Donc oui, c'est important d'en parler, c'est important d'aller partout pour en parler, c'est important de dire qu'on fait tout ça avec l'ensemble des partenaires aussi, et c'est important que demain on puisse aussi, et moi c'est, j'allais dire, c'est ce pourquoi je me lève le matin. Moi aujourd'hui, je veux valoriser le travail des conseillers, je suis là pour valoriser ce travail-là. Aujourd'hui on a une expertise à Pôle emploi, les conseillers connaissent leur territoire, ils sont experts dans leur domaine, et il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on mette en avant toutes les solutions aussi qu'eux font au jour le jour, parce qu'eux dans les agences ce sont sur le terrain, et c'est eux qui au jour le jour travaillent avec les demandeurs d'emploi. Précisément, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez suffisamment de moyens au Pôle emploi pour pouvoir répondre à la demande? Aujourd'hui, on est 597 dans Guadeloupe et Île-du-Nord. Oui. Donc aujourd'hui, l'important, c'est de répartir ces ressources sur l'ensemble du territoire. On a eu, depuis la fusion de Pôle emploi, donc de l'ACEDIC, des ACEDIC et de la NPE, une augmentation des effectifs. Aujourd'hui... Il y a aussi beaucoup de difficultés, il faut le dire. Le chômage a augmenté, oui, bien sûr, il y a des difficultés. C'est pour ça aussi qu'on se réorganise et qu'on travaille à faire en sorte que l'expertise des conseillers soit utilisée au bon moment et dans un cadre qui permet aujourd'hui de rendre un service personnalisé aux demandeurs d'emploi. Par exemple, donc comme je le disais, mais on a diffusé, je crois, justement de l'information sur votre antenne sur le sujet, à partir du 7 mars, pour plus de personnalisation, les 2 après-midi sur lesquels on était ouverts en flux seront des entretiens personnalisés, pour plus d'entretiens personnalisés avec les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi qui ont besoin, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui sont autonomes aujourd'hui, et notamment pour ces demandeurs d'emploi qui sont autonomes, à partir du 7 mars, l'inscription se fera totalement sur Internet. Alors soit pour les gens qui ont Internet à la maison ou un outil informatique qui pourront le faire de la maison, soit chez des partenaires aussi, parce qu'on travaille avec des partenaires comme la Poste, évidemment comme les communes, pour permettre aujourd'hui d'avoir un service élargi maximum sur le territoire. Et après, les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés pourront toujours venir s'inscrire en agence et on pourra les accompagner sur les outils informatiques. Secteur qui a été souvent en crise, et même en Guadeloupe, même si ce n'est pas aussi important qu'en France, c'est le secteur des intermittents. Alors, du spectacle, est-ce que là, les choses commencent un petit peu à, j'ai envie de dire, s'harmoniser? Alors en fait, pour parler des intermittents, à Pôle emploi, dans notre organisation, on a certains services spécialisés, puisqu'il y a une agence aujourd'hui à Jarry qui travaille sur les services spécialisés. Et sur la culture, voilà, donc sur la culture et notamment donc, sur les intermittents du spectacle. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'amener un service spécialisé. Donc la situation dont vous parlez, on a le volet indemnisation des intermittents du spectacle qui s'est stabilisé, même si aujourd'hui il y a une réétude de la convention d'assurance chômage. Pour autant, l'accompagnement des intermittents du spectacle aujourd'hui, c'est un spécialiste qui s'en occupe. C'est aussi important de pouvoir amener des services spécialisés en fonction du public à Pôle emploi. Alors, d'une manière générale, et ça c'est une question d'appréciation, quand on parle du chômage en France, les chiffres de la Guadeloupe, la Martinique, tout ça ne sont pas pris en compte. Pourquoi, j'ai envie de dire, cette discrimination? Alors moi, ce qui m'intéresse, vous savez, je suis ici, ça fait 6 mois que je suis là. Ce qui m'intéresse, c'est la Guadeloupe et les îles du Nord. J'entends ce que vous dites. Pour autant, nous, on communique aujourd'hui sur nos chiffres, y compris sur Saint-Martin, puisque il y a des chiffres spécifiques. L'important, c'est que nos actions sur notre territoire répondent aux besoins des Guadeloupéens. D'accord. Et ça veut dire qu'on doit aussi travailler plus largement. J'ai eu la chance d'être invité à un séminaire organisé donc par les entreprises la semaine dernière. On parlait des jeunes diplômés, par exemple, qui s'en vont et qui ne reviennent pas. Donc comment on fait tous ensemble pour que les jeunes diplômés soient là? Par exemple, vous parlez de la formation tout à l'heure. On a dernièrement travaillé avec l'Université des Antilles. On a acheté 200 formations pour des jeunes diplômés. C'est aussi pour leur permettre d'avoir les formations ici et de rester aussi. Et pour ceux qui sont allés en formation ailleurs, c'est leur permettre aussi d'amener cette formation et cette expertise dans la Guadeloupe. Et derrière tout ça aussi, ça veut dire qu'il faut travailler sur l'ensemble. Tout à l'heure, je parlais des populations seniors, des personnes qui sont moins bien formées. Comment on travaille aujourd'hui sur des compétences clés pour des demandeurs d'emploi peu qualifiés et comment on travaille aussi aujourd'hui sur des jeunes qui sont cadres et qui veulent rester en Guadeloupe. Quelles propositions on leur donne? Quelles solutions on leur donne? C'est des questions aussi de développement économique, de création d'entreprises, vous en avez parlé. Donc il y a vraiment une nécessité de travailler tous dans ce sens et d'apporter des solutions
pour la Guadeloupe. Alors justement, avant de se quitter, on va vous poser la question de votre agenda. Qu'est-ce qui est prévu dans les semaines, les mois à venir pour le demandeur d'emploi qui nous regarde en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors la première chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est la mise en place des conseillers à dominante entreprise. Donc ils sont en train de se mettre en place et qui démarchent fortement toutes les entreprises. 35 collègues qui sont sur le terrain. Tout à l'heure, j'en ai parlé, pardon, on parlait du nouveau parcours demandeur d'emploi qui va permettre aux demandeurs d'emploi de s'inscrire par Internet et aussi d'avoir 2 après-midi uniquement sur rendez-vous, en plus de toute la matinée en flux. C'est aussi l'ensemble des actions, puisqu'on a décidé une fois par mois de mettre en avant des actions. Sur ce mois de février, on a parlé de l'Emploi Store notamment, où on a mis avant toutes les possibilités qu'amenait l'Emploi Store, qui est la plateforme Carrefour de l'emploi, qui permet aujourd'hui d'amener des solutions concrètes, c'est-à-dire on parlait des compétences clés, on parlait de la création d'entreprise, il y a des outils de formation, il y a des outils pour s'entraîner à avoir des entretiens, d'accord? Donc on a un certain nombre d'actions qui vont dans ce sens. Il faut avoir à l'esprit que tout ce qu'on met en lumière de manière temporelle sont tout ce qui est fait tout au long de l'année à Pôle emploi. On a des job dating qui se font tout au long de l'année. Samedi, je suis passé au salon de l'étudiant. On a des collègues qui sont restés toute la journée pour apporter des informations aux étudiants. Donc, c'est toutes ces actions-là qui vont se dérouler toute l'année. Et il est important d'amener des réponses concrètes. On a bien évidemment le plan 500 000, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, c'est important aujourd'hui de le réaliser, de bien le réaliser et de faire en sorte que ces formations touchent au but, soit permettent un retour à l'emploi rapide, soit permettent une réinsertion bel emploi. Donc on a une année chargée, mais on a des équipes qui ont envie, on a des managers aujourd'hui qui se mobilisent, des collègues qui sont sur le terrain, les 590 sont sur le terrain. On a y compris des jeunes qui sont en service civique, qui sont là pour aider les demandeurs d'emploi sur l'outil numérique. Donc l'ensemble de ces actions doivent nous permettre tous d'aller dans le bon sens. Ben écoutez, on vous remercie. Ce qu'on peut vous souhaiter pour les 6 mois prochains, c'est de garder votre dynamisme, en tout cas dans l'emploi, parce qu'on en a vraiment besoin ici. Et les gens qui nous regardent et qui vous écoutent, peut-être peuvent être rassurés. En tout cas, on va suivre et puis on a peut-être probablement l'occasion de vous réinviter dans d'autres circonstances, parce que je crois que la question de l'emploi, c'est une question essentielle et nodale en Guadeloupe. Merci d'être venu, M. Stéphane Jules, et à très bientôt. Voilà, il est pratiquement 13h dans le ZCL. On va continuer tout de suite avec une page de pub et on va se retrouver tout à l'heure pour le développement du journal avec Jessie. Il est 13h08 et avant le développement des titres, une maison inhabitée a pris feu ce matin derrière l'église du Gosier. Les pompiers sont arrivés très vite sur place pour maîtriser donc les flammes. Aucune victime n'est à déplorer et les causes de l'incendie restent inconnues. Tout de suite le reportage de Jeff Taylor. On a été appelé pour un feu d'habitation à proximité de l'église. Donc on a dépêché rapidement les secours, à savoir 2 engins incendie, un véhicule, un VSAV secours à personne et un VL chef de détachement, moi-même. Donc arrivé sous les lieux, comme vous pouvez voir, il y avait une maison inhabitée d'environ 70 mètres carrés, complètement embrasée, avec un risque de propagation de l'immeuble qui est situé à ma droite et éventuellement un risque de propagation sur le bâtiment en bois qui est situé à ma gauche. Donc toutes les personnes ont été évacuées rapidement. Donc on a mis en œuvre un moyen hydraulique pour l'extinction, on a mis en œuvre deux lances qui a permis d'éviter la propagation rapidement. En parallèle, nous avons visité une école qui était juste en face. On a mis environ 180 élèves ainsi que le personnel à l'abri en confinement. Et voilà, donc on est arrivé rapidement au bout de cet incendie. Actuellement, les déblais sont toujours en cours et la reconnaissance aussi. Donc les personnes, le feu est éteint actuellement. Donc les personnes et les élèves ont été visités par l'équipe VSAV. Les bilans éventuels ont été transmis au SAMU. Donc voilà actuellement la situation et les élèves sont sortis de confinement ainsi que le personnel. Donc on est toujours en cours de déblai actuel.
Et les 27 et 28 février s'est déroulée donc la deuxième édition du Natural Hair Care Expo en Guadeloupe. Ce salon du cheveu naturel organisé depuis 10 ans aux États-Unis a démarré donc cette année au Palais des Sports du Gosier. Au programme étaient proposées de nouvelles techniques de coiffure, la découverte de marques venues des États-Unis, des stands et de nombreuses animations. Les membres fondateurs du salon sont venus tout droit des États-Unis prodiguer leurs conseils. Reportage tout de suite avec Olivier Moradel. On a déplacé d'Atlanta la partie cheveux défrisés avec Nathalie John et qui nous a donné de très belles réalisations et qui a montré comment on fait faire des tissages avec un bonnet, pas des tissages à bonnet, c'est des perruques à façon, donc elle a montré de très belles réalisations, c'est quelqu'un qui est très professionnel. La partie cheveux naturels, c'est avec Malaika Cooper et son staff. Elles ont montré comment on peut soigner le cheveu naturel, tout ce qui est autour du cheveu naturel. Le cheveu naturel, c'est locks, crépus, c'est assez vaste. Je pense que la demande était là, on n'a qu'à regarder par le nombre de personnes qui sont passées, on a entre à peu près 8000 personnes qui sont passées sur ce salon, donc c'est quand même ce qu'il y a une demande. Si on regarde sur les dernières années, il y avait très peu de salons qui parlaient de cheveux naturels et maintenant il y en a de plus en plus. C'est que la demande existe et il faut simplement dire aux gens ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut les aiguiller dans le bon sens. Le plus important, c'est vraiment la santé des cheveux et que voilà, tout ce qui est intéressant, et elle est vraiment contente d'être là avec Cosmedis parce que c'est là où elle trouve aussi toutes des gammes de produits qui respectent le cheveu et qui mettent le cheveu en santé, et c'est vraiment ce qui est important. Alors, il s'agit effectivement d'une transition que j'ai faite. Je n'ai pas fait le big shop dont on parlait tout à l'heure. J'ai gardé le défrisage pendant 20 ans à peu près. Et ensuite, il y a 1 an et demi de ça, le 15 août précisément, je me suis décidée à couper, à garder mes cheveux naturels et à couper en fait la partie défrisée. Voilà. Alors, ça demande beaucoup d'entretien, c'est vrai, mais tout dépend du type de cheveux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut avoir les soins appropriés, connaître son cheveu pour avoir les bons produits, tout simplement. Et j'ai la chance d'avoir une meilleure coiffeuse, donc qui travaille effectivement avec Cosmedis, donc je peux me baser sur leurs produits ou bien et je fais aussi une recherche sur internet ou bien des échanges tout simplement pour avoir une connaissance justement des produits locaux ou d'ailleurs qui peuvent aider à l'hydratation des cheveux. Hello, my name is Malaika Cooper. I am one of the founders of the Authentic Hair Care Styling Team. Elle est la créatrice du Natural Hair Care Expo, donc qui est le salon pour la protection du cheveu aux États-Unis. Elle est venue ici accompagnée de son équipe, Kim Johnson, Mizan Keiru, NU. Elle avait toute une équipe aussi en Martinique, il y a une partie qui est repartie. Et elle est venue ici donc pour apprendre comment entretenir son cheveu naturel. Elle a 3 vraiment règles hyper importantes. La sainteté, enfin rendre les cheveux sains, l'hydratation du cheveu et la protection du cheveu. Son conseil, c'est vraiment de pratiquer ces 3 techniques, vraiment de rendre le cheveu sain, l'hydratation un maximum et la protection du cheveu. Et le retour aux cheveux naturels chez les femmes afro-caribéennes est bien plus qu'une tendance passagère. Les ventes de produits de défrisage et autres produits chimiques ne cessent de chuter. En 2013, les ventes étaient de 152 millions de dollars contre 206 millions en 2008. Une bonne nouvelle donc pour les artisans du cheveu naturel qui multiplient donc les manifestations comme le Natural Hair Care Expo ou le Congrès des cheveux naturels au Canada. Mais que pensent les femmes donc en Guadeloupe? Tout de suite, le micro-trottoir avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. Les gens se sont remis au goût du jour. Hein. Maintenant, vous voyez toutes les Antillaises maintenant, avec des cheveux tirés, des tresses. Regardez-moi, j'en suis un exemple, je ne fais plus le défrisage. Et que pensez-vous du défrisage, justement? Le défrisage, c'est pas une bonne chose. On a des cheveux plats, on veut ressembler, on veut imiter. L'imitation n'est pas bonne. On a des cheveux crépus qui sont de très bonne qualité, alors que le défrisage, ça abîme le cuir chevelu et les yeux et les oreilles, surtout. Ça agit un petit peu sur les organes. Je mets des faux cheveux, donc je ne peux rien dire. Pourquoi tu mets des faux cheveux? Parce que j'adore, je veux des longs cheveux qui arrivent là et je n'ai pas, donc je rajoute. On ne voit pas souvent des cheveux naturels maintenant en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on voit en Guadeloupe? Les tissages, les perruques, les brésiliennes. Alors, je pense que... Mais pas moi quand même, moi j'ai pas de complexe. Hein. Les gens renient en fait les cheveux crépus, les cheveux noirs. C'est renié en faisant des défrisages, des waves et des colorations et tout ça. Je trouve qu'il faudrait que tout le monde garde ses cheveux crépus naturels. Et que penses-tu du défrisage? Je suis contre.
c'est bien pour ça que j'ai gardé mes cheveux crépus, justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se font de défrisage. Est-ce que c'est lié à un complexe? J'en sais rien. C'est parce que moi je suis naturelle, mais j'aime bien le naturel. Mais ça m'empêche pas de mettre aussi des tissages. Il faut rester belle aussi, hein. J'aime bien être coquette, comme certaines femmes. Plus belle avec le tissage que les cheveux naturels? Oui, ça dépend. Ça dépend. Vous aimez les deux, hein? J'aime les deux. Et les hommes aiment ça. Voilà, il est 13h15 et comme chaque mardi, tous les 15 jours environ, on reçoit avec plaisir Mirella Valerius. Bonjour. Bonjour. Longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Bon, on va oublier un petit peu ce qui s'est passé avant, mais on continue toujours sur la médiation. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, on va parler du rôle du père. C'est important ici. Mais oui, tout le monde a un père. Mais oui, bien sûr. Oui. Alors, le rôle du père. Mirella, qu'est-ce qu'on peut dire au démarrage? Alors au démarrage, on va dire que dans un premier temps, le père dans la société antillaise a souvent eu un rôle qui était plus ou moins bafoué. Donc il a souvent été décrié comme absent, comme éjecté entre guillemets, non responsable dans l'éducation des enfants. Il a toujours été plus ou moins présenté comme celui qui procréait entre guillemets, mais qui n'était pas responsable. Et qui parle. J'ai bien dit, il a souvent été présenté. Oui. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que le père, sa présence se situe dans le discours de la mère. Donc c'est la mère qui va véritablement positionner le père vis-à-vis de l'enfant, dans le regard de l'enfant. Si la mère a un discours négatif vis-à-vis de ce père, l'enfant va grandir avec un discours négatif et avec une image négative de son père. Donc c'est important dès le départ que la mère est bénie, enfin on peut dire bénie un peu le père. Non pas béni, mais en tout cas qu'elle puisse le positionner positivement. Oui. Et on s'aperçoit aussi que dans la société antillaise, on a souvent des grands-mères aussi qui viennent prendre la place de la mère. Du père. Ah, du père. Du père, prendre la place du père. Donc on se retrouve avec une espèce de triangulation, mère, enfant et grand-mère, avec un père bien entendu qui est éjecté de cette triangulation. Et ça a une conséquence sur l'éducation de l'enfant, j'imagine. Ça a une conséquence sur l'éducation de l'enfant, puisque le père, chacun, si vous voulez, a un rôle dans la vie de l'enfant, chacun a un rôle à jouer et à porter à côté de l'enfant. C'est vrai qu'on dit souvent que la mère a un côté intérieur et le père souvent un rôle autoritaire. Oui. Donc, je ne sais pas, vous avez dû entendre déjà, Danick, ou qu'un dit papa ça quand vous étiez petit. Oui, oui. Donc quand vous faisiez une bêtise. Ou l'inverse, une décision importante, Aïmandé papa. Donc c'est vrai que souvent le père joue cette figure d'autorité, mais il faut comprendre que l'enfant grandit avec ces deux figures parentales, que l'enfant a besoin de la présence du père pour venir faire tiers, si vous voulez, dans la relation qu'il a avec sa mère, puisque c'est le père qui va venir couper, entre guillemets, la fusion qu'il va avoir avec la mère. Donc chacun a son rôle à jouer aux côtés de l'enfant. Et comment a évolué du coup le rôle du père au cours de ces dernières années? Alors au cours des dernières années, on peut s'apercevoir que beaucoup de papas maintenant revendiquent leur paternité, revendiquent leur position. Ils ne veulent plus être les papas week-end ou les papas gâteaux quand il y a une séparation, mais ils veulent véritablement jouer à temps plein leur rôle auprès des enfants. Et c'est pour ça aussi qu'on a ce développement des demandes de résidence alternée. Et des conflits. Que puisse l'enfant, quand il y a une situation conflictuelle, quand il y a une séparation, que l'enfant puisse passer autant de temps auprès de son père que de sa mère. Alors ça veut dire, Mirella, que vous êtes en train de dire que les pères guadeloupéens deviennent de plus en plus positifs en fait. Les pères guadeloupéens deviennent de plus en plus présents. De plus en plus participatif et positif. Participatif, on peut dire aussi au bénéfice des mamans qu'elles lâchent un petit peu plus maintenant prise vis-à-vis de ses enfants et qu'elles laissent plus facilement l'accès au père. Puisque c'est vrai que les demandes, en tout cas au niveau de la médiation familiale qu'on peut avoir, ce sont des papas qui viennent pour avoir un droit de visite et d'hébergement de leur enfant. Ce sont des papas qui viennent par rapport également à la reconnaissance de leur enfant et des papas bien sûr qui viennent aussi pour pouvoir participer financièrement, donc la contribution financière à l'éducation de leur enfant. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini la petite phrase en ces maman et papa? Malheureusement, ce n'est pas fini, puisque on s'aperçoit toujours qu'il y a toujours cette présence des prestations sociales, entre guillemets, dans les couples quand il y a une séparation. On s'aperçoit aussi, puisque les enfants ne sont pas forcément reconnus, de 0 à 3 ans, on va dire, et donc ce qui fait que le père, si la séparation intervient durant cette présence, il n'a pas l'autorité parentale par rapport à cet enfant, puisqu'il n'est pas reconnu. On s'aperçoit aussi par moment que les enfants sont reconnus à l'insu de la mère, et qui parfois
parfois à ce moment-là, ça peut créer à l'insu de la mère, puisqu'on n'a pas besoin forcément de la présence de la maman pour faire la reconnaissance. Donc s'il y a une séparation, que cette séparation a été mal vécue, a été mal intégrée par les deux membres du couple, il peut y avoir effectivement une reconnaissance à l'insu de la mère, et cette reconnaissance peut aussi entraîner un conflit plus important au niveau du couple parental. Alors, quelles sont les conséquences psychologiques sur l'enfant justement par rapport au rôle du père quand il est inexistant? Alors le père a un rôle éducatif, un rôle à jouer si vous voulez auprès de l'enfant dans la mesure où il va l'intégrer dans les normes sociales, dans les normes culturelles, puisque l'enfant a deux familles, une famille paternelle, une famille maternelle, donc c'est aussi évoluer par rapport à ces deux familles, savoir s'identifier au niveau de sa sexualité, donc que ce qu'il soit fille ou garçon. On a aussi cette difficulté qu'on peut observer quand les filles sont éduquées, sont élevées sans père après dans leur vie future, où elles auront aussi du mal à intégrer un personnage masculin dans leur vie d'adulte, et on a souvent des reproductions de schémas qui peuvent s'opérer à l'âge adulte. Alors dans le cas des couples homosexuels, parce que maintenant on peut quand même en parler, est-ce qu'il faut conseiller du coup à un des deux de jouer le rôle du père, l'autre le rôle de la mère pour pouvoir équilibrer toujours? Alors dans le cadre des couples homosexuels, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez deux personnes qui portent de l'amour, qui prodiguent de l'affection à l'enfant, il y en a toujours un qui soit homme ou femme, entre guillemets, qui viendra faire tiers dans cette relation. Et dans le cadre des couples homosexuels, vous allez vous apercevoir que souvent il y a toujours un membre, quelqu'un de l'entourage du sexe opposé, donc si ce sont des couples hommes, il y aura toujours quelqu'un de la gente féminine qui va graviter autour de ce couple, donc qui viendra aussi faire des apports à cet enfant du fait de sa sexualité. Est-ce qu'on peut établir, je pose la question comme ça, on va dire, pas une différence, mais enfin une gradation entre le rôle du père et le rôle de la mère, même si on n'aborde pas aujourd'hui le rôle de la mère. Je veux dire, pour l'enfant, on doit être au même niveau, 50-50, ou il y a une prévalence? Alors, quand il y a une naissance d'enfant, avant tout, il y a un désir d'enfant. Donc, un père plus une mère égale un désir d'enfant. Oui. D'accord? Donc, déjà, on est dans une équité. D'accord, au départ, ça. Au départ. Ouais. L'arrivée, on ne sait pas. Ensuite, par la suite, c'est vraiment l'implication de chacun qui va permettre à cet enfant de grandir, même si en termes de temps, ce n'est pas équivalent, puisque c'est vrai que même avec toute la bonne volonté qu'on peut observer de certains papas, il y a toujours le principal, le primordial est fait par la maman, entre guillemets. Mais chacun a ses apports, chacun a sa manière de fonctionner, chacun a son vécu à porter à l'enfant, et on ne peut pas véritablement parler de pied d'égalité, mais ça va être vraiment pour l'enfant de pouvoir se développer, de pouvoir grandir en ayant de l'affection, en ayant une éducation venant de la part de ses deux parents, même s'ils sont séparés. Parce qu'en fait, il y a le désir de maternité. Alors, ça existe aussi, le désir de paternité existe également. Oui, et l'enfant se retrouve quelquefois entre ces deux désirs, il grandit comme ça. Alors si l'enfant se retrouve entre ces deux désirs, c'est tout à son honneur. Oui. Ça signifie qu'il a été autant désiré par maman que par papa. Oui. Il est bien entendu par moment que cet enfant n'ayant pas, alors on ne va pas rejeter forcément la faute sur les mères, puisque bien vous avez aussi, dans un sens comme dans l'autre, des parents qui n'ont pas véritablement envie de jouer ou qui n'ont pas la possibilité de jouer leur rôle pleinement auprès des enfants. Donc, mais le plus important, c'est de pouvoir laisser le choix aux parents de s'impliquer ou pas auprès de son enfant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une déficience, je veux dire, en communication? Parce qu'on trouve beaucoup de livres sur comment devenir mère, le rôle de la mère. Enfin, c'est très... on communique beaucoup, en fait, sur la maman qui s'intéresse dans son nouveau rôle de mère. Et par contre, pour les pères, il y a peut-être moins de rencontres entre papas, il y a moins peut-être de littérature, de livres, en fait, pour les aider dans leur nouveau rôle. Alors, la maternité a toujours été magnifiée.
Donc ça remonte maintenant donc, à l'Antiquité. Au fur et à mesure, en tout cas, les choses tendent à changer. On commence de plus en plus à voir quand même des ouvrages, à voir des manifestations, à voir des associations de papas se créer. Et il suffit de voir dans les cours d'école, hein, quand vous avez des réunions parents-professeurs auparavant où vous n'avez jamais de papa, et maintenant ça commence à se modifier, où on commence à avoir des pères qui participent tout à fait à l'éducation au quotidien, je veux dire, de leur enfant. Donc c'est vrai qu'on a malheureusement beaucoup de situations où les pères sont évincés, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une séparation, puisque qui dit séparation dit parfois infidélité, dit parfois violence, donc, et on a tendance parfois à mettre de côté le père à partir du moment où le conjugal est rompu, la paternité également est rompue. Alors, au fil de vos rencontres de médiation dans votre travail quotidien en Guadeloupe, quelle est aujourd'hui la tendance du père globalement, parce que bon, c'est une moyenne, on sait bien qu'il y a des cas particuliers où il y a rupture, où il y a violence, etc. Mais aujourd'hui, comment les choses évoluent-elles du point de vue du père? Du point de vue du père, la tendance maintenant, c'est je veux être présent. Je ne veux pas être papa du week-end, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment pouvoir passer le maximum de temps avec l'enfant. On a des papas qui viennent, qui nous disent je sais faire un shampoing. Donc récupérer l'enfant le dimanche matin parce qu'il y a le shampoing. Il sait enlever une couche et remettre une couche. Tout à fait. Donc des papas participent et ils commencent de plus en plus à véritablement jouer, entre guillemets, le rôle de mère qu'on attribuait auparavant à la maman, et à vraiment s'imprégner de la vie de leur enfant. C'est dû à votre travail, enfin au travail de médiation, ou c'est la société qui évolue positivement? Alors, la société évolue positivement. En médiation, notre travail va vraiment s'intensifier sur la présence, le rôle du père à jouer, même en étant plus, si vous voulez, le compagnon, le mari de la maman. Donc, ça va vraiment être de permettre à chacun de jouer pleinement son rôle, de pouvoir être présent auprès des enfants, même s'il y a une séparation. Puisque, comme on le dit, le couple, il naît, il meurt, mais on reste parents pour toujours. Alors, en fait, si je comprends bien, les problèmes naissent uniquement quand il y a séparation, pas quand le couple est uni. Quand le couple est uni, il y a eu désir de paternité ou de maternité, ça va bien. C'est le jour du divorce ou de la séparation que les problèmes naissent et que vous intervenez. Je ne dirais pas tout à fait cela. Je dirais même parce que parfois le couple peut être uni et peut y avoir une présence, je dis, du père, mais sans pour autant d'implication. Donc c'est vraiment un partage du temps. Alors, il y a deux stades. Hein. Voilà. Il y a la présence et l'implication. Et l'implication, parce qu'on peut être présent sans pour autant donner de soi, sans pour autant participer et s'impliquer dans la vie, dans le quotidien de l'enfant. Mais j'ai envie de poser la question inverse, mais il y a des mères qui ne sont pas impliquées aussi. Tout à fait. On est là pour parler aujourd'hui du rôle et de la place du père. Oui, d'accord. Voilà. C'est la place du père. C'est l'avant-dernière question. Une dernière question peut-être, Jessie, non, ça va? Ici, est-ce que les pères ont tendance à beaucoup demander leur congé de paternité? Là, malheureusement, je n'aurai pas de données statistiques à vous donner sur le congé de paternité. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus répandu. Donc, là où je pourrais vous répondre, c'est que nous avons de plus en plus de pères qui prennent des congés pendant les périodes scolaires. Pour pouvoir être présents au quotidien avec leur enfant pendant ces périodes. Bien. Je crois que vous avez tout dit pour la question sur du père. Je pense avoir tout dit. Ah ben, écoutez, Mirella, on est toujours content de vous voir, peut-être pas assez souvent. Rendez-vous dans une quinzaine de jours. Ce sera exactement le 15 mars. On sera de retour. Et cette fois-ci, on va parler de la médiation intergénérationnelle. La médiation intergénérationnelle qui va intéresser Jessie, ça j'en suis sûr. Il est pratiquement 13h30. On va prendre la page de pub tout de suite. On va se retrouver tout à l'heure avec Jessie, mais aussi avec notre autre chroniqueuse. Il s'agit de Karine qui est en train de se faire belle en coulisses et qui va donc nous parler de la réalité virtuelle. Elle ne sera pas virtuellement jolie seulement, elle sera virtuellement présente. Voilà, c'est parti pour la pub. On se retrouve dans 5 minutes.
Il est 13h34, vous êtes en direct du ZCL et on reprend tout de suite avec le développement de l'actualité. On le rappelle, le salon de l'agriculture, c'est en ce moment jusqu'au 6 mars à la porte de Versailles à Paris. Pas d'animaux sur les stands ultramarins, mais une multitude de produits agricoles. Et nous avons décidé de nous arrêter sur le miel. En début d'année, le Guadeloupéen Benoît Foucan-Pérafide a été élu meilleur apiculteur de France. Une distinction qui tombe à pic pour ce salon de l'agriculture. Reportage tout de suite avec notre correspondant sur place, Maurice Cessé. Le miel ne revient pas en force, il a toujours été présent. Simplement, c'est devenu un alicament que de plus en plus de gens utilisent. Donc, il permet de soigner beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que nous sommes présents. Alors, nous ne devions pas être présents normalement, mais nous avons fait un gros effort financier d'être présents lors de ce salon. Alors, parlez-nous de cette coopérative du miel en Guadeloupe. Alors, cette coopérative regroupe 25 apiculteurs professionnels de la Guadeloupe et nous travaillons sur une marque, c'est l'abeille des îles. Et nous sommes là pour effectivement valoriser, commercialiser ce miel et démontrer aux gens que le miel de la Guadeloupe, c'est l'un des meilleurs miels au monde. Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, chaque année, remporte des médailles. Et cette année, nous avons eu le prix d'excellence 2016 grâce à un apiculteur, la SEA au miel, qui a obtenu le prix d'excellence pour 2016 du miel. Donc il a été décerné au meilleur apiculteur de France. Actuellement, la Guadeloupe possède le meilleur apiculteur de France. Alors, l'apiculture en Guadeloupe s'organise sur deux structures. Une structure qu'on appelle l'Apigua, qui est l'association des apiculteurs de Guadeloupe. Donc elle rassemble tous les apiculteurs de la Guadeloupe, professionnels et non professionnels. Et une structure, je vais dire, qui rassemble les professionnels, qui est la SICA Miel Pays Guadeloupe, qui est la coopérative apicole. Voilà. Alors, évidemment, nous sommes au salon de l'agriculture. Il y a évidemment beaucoup de gens qui découvrent ce miel. Alors, quels sont les avis? Alors, les gens trouvent que notre miel, le miel de Guadeloupe, c'est un miel qui est excellent parce que nous avons une multitude de fleurs. Donc, vous allez trouver chez nous du miel de Campèche, vous allez trouver chez nous du miel de Surette, du miel de Tendracaillou et du miel toute fleur. La Guadeloupe a une particularité, c'est que nous avons un miel de terroir. Nous avons des microclimats qui nous donnent un miel d'excellence. Et c'est pour ça que chaque année, nous sommes primés dans tous les concours qui sont organisés. Quel est l'impact justement pour le miel après votre passage incontournable ici à la porte de Versailles? Alors, notre but, c'est de faire connaître aux gens notre miel, de faire connaître à la Guadeloupe, à la métropole, à la Martinique, à tous les pays de la Caraïbe et du monde, le miel, car nous avons un excellent miel. Plusieurs spécialistes nous le disent, notre miel est de qualité et doit être primé comme étant un miel de qualité. Appréhender son espace de vie, construire son identité culturelle et élargir sa culture artistique, ce sont les principaux objectifs de la filière design et art appliqué que propose le lycée Raoul Georges Nicolo à Basse-Terre. Cette formation proposée de la seconde à la terminale permet à l'élève de développer une attitude critique, vigilante et informée sur son environnement tout en créant un design à la fois pratique, culturel et artistique. C'est toujours dans le cadre des journées portes ouvertes du lycée Raoul Georges Nicolo à Basse-Terre organisées vendredi dernier que nous avons découvert cette filière. Et tout de suite le reportage avec Harold Luce et Maxime Morel. Design et art appliqué précisément. Donc c'est une filière qui accompagne les jeunes de la seconde à la terminale à être orientés vers des BTS en design produit, design de mode, en tout cas tous les métiers de la création, y compris les métiers d'art. Faculté d'observer dans un premier temps, d'être sensible à ce qui se passe autour de soi. Par exemple, bon voilà, il y a des nouveaux téléphones qui sont sortis. Pourquoi ça existe? Et non, waouh, c'est super. Pourquoi ça existe? Comment ça marche? Donc avoir des connaissances technologiques, comprendre aussi les matériaux, la forme, donc la notion d'ergonomie, et pouvoir justement se projeter à travers ces objets-là dans justement un design du futur un petit peu. Voilà, comment nous on va être en situation, du moins en tant qu'élève, de proposer les objets du futur qui vont répondre aux générations suivantes. Pour l'instant, jusqu'à présent, c'est formidable parce que en un à 2 trimestres, ma situation a évolué, j'ai appris à faire plein de trucs, j'ai découvert plein de trucs. Je fais une option audiovisuelle, et là j'ai été directrice artistique d'un projet en dessin animé.
Et pour l'instant, ça me plaît fortement, surtout que j'adore dessiner le cartoon, le manga un peu. Après, on dirait que c'est un peu cliché parce que presque tous les élèves commencent par ça. Mais voilà, moi j'adore ça, le dessin animé, c'est ma base. Alors là, j'étudie différents concepts. Donc j'essaie d'imaginer, d'inventer des objets et après d'essayer de les représenter à l'aide de mes marqueurs, donc graphiquement. Donc du coup, j'essaie de faire plusieurs dessins, mais c'est surtout des idées en fait, globalement. C'est-à-dire que en fait, je ne m'arrête pas vraiment sur des idées vu qu'au final, je me dis qu'il y a toujours quelque chose à travailler ou un concept à retravailler en fait. Du coup, je continue mes recherches et toujours dans le but de me perfectionner graphiquement et au niveau de ma démarche. Voilà, il est 13h40, c'est l'heure de la réalité virtuelle. En réalité, elle n'est pas si virtuelle que ça, puisque Karine, oui, c'est pas Karen, Karine est là. Et donc, avec elle, on va aujourd'hui parler de réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Karine? Bonjour. En fait, la réalité virtuelle consiste à vivre les choses comme si on y était. Donc, c'est une vidéo qui est censé mettre en exergue l'émotionnel, en fait. Je prends un exemple. Mark Zuckerberg, qui était dernièrement au salon du téléphone mobile à Barcelone, donc fin février, veut mettre en avant les vidéos en réalité virtuelle afin de pouvoir faire vivre les éléments marquants des vies. Par exemple, il expliquait que son enfant a marché il n'y a pas longtemps et qu'il aurait aimé transmettre cette même vidéo, la vidéo qu'il a faite avec son téléphone portable, à toute sa famille de façon à ce qu'ils puissent ressentir la même chose au même moment. Voilà, bon, pas que pour ça, puisque d'un point de vue professionnel aussi, ça peut être intéressant, puisqu'il expliquait qu'il serait peut-être possible de faire des réunions, je sais pas moi, en pleine forêt, au coin du feu, par exemple, dans son chalet, près de la plage, etc., en ayant la sensation d'être aussi dans le même bureau que nos interlocuteurs. Voilà, donc la prochaine étape pour Facebook, c'est ça, c'est les vidéos en réalité virtuelle, à savoir... Et en direct alors? Pardon? En direct aussi? Pas forcément en direct, mais bon, effectivement, il y aura des conférences, mais on pourra transmettre aujourd'hui, je sais pas, l'émission ZCL pourra être vécue comme si nos téléspectateurs étaient sur le plateau. Ah, ce serait super ça. Ce serait sympa, hein, surtout quand tout ce qui se dit en off, ça pourrait être oui, surtout ce qui se fait en off, voilà. En coulisses, bien sûr. Donc pour Mark Zuckerberg, la prochaine plateforme sur laquelle ils vont travailler concerne la réalité virtuelle, et donc il souhaite que chacun puisse l'expérimenter dans les années qui viennent, et il explique surtout qu'on ne va pas l'utiliser que pour le travail, mais aussi pour tout ce qui est jeu et divertissement. Voilà. Alors je ne sais pas comment ils vont développer la chose. En tout cas, après la photo, après la vidéo, c'est clairement la prochaine étape. Là aujourd'hui, on en est à des vidéos à 360 degrés uniquement. Donc là, on ira plus loin, on aura plus que du 360 degrés, on aura 4. Il faudra des lunettes particulières? Il faudra des lunettes spécifiques, puisque, alors pour l'instant, Facebook travaille en collaboration avec Samsung, qui est, selon eux, la seule marque qui puisse développer les écrans nécessaires à l'adaptation de l'œil humain. Mais il me semble qu'Apple a déjà fait des lunettes Google, des lunettes Apple qui permettent le virtuel aussi. Il faudra voir ça. En tout cas, pour ce que Mark Zuckerberg veut faire, mais il y a une Google marque. Qui a fait ça. C'est Google alors. C'était Google. Mais il y a une marque chinoise en fait qui l'a lancé d'ailleurs, puisque je connais le casque, c'est Omido, mais le souci c'est qu'il n'y a pas de support 3D adapté. Alors il y a le casque, mais le contenu 3D il est de très mauvaise qualité, en tout cas à l'heure actuelle sur le marché. C'est ça. Donc là maintenant, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que Mark Zuckerberg expliquait que seul Samsung avait les écrans seul Samsung a les écrans adaptés justement à l'œil humain. Donc là maintenant, la qualité sera 4 fois plus supérieure à ce qu'on a aujourd'hui comme vidéos, qui sont déjà quand même de très bonne qualité. Et puis surtout, ça va réduire les consommations de bande passante. Donc les vidéos ne vont plus sauter, on aura vraiment des choses réelles. Au top. Mais on attend cette étape, c'est lointain? Facebook, c'est toujours rapide, donc lointain... Je pense que ça arrivera très vite. Noël 2016 peut-être. Je vous pose la question quand même, Karine. Je ne sais pas si vous connaissez Periscope. Non, je ne connais pas Periscope. Ici non plus.
Alors Periscope, c'est un réseau social, mais qui a, à la différence de Facebook, c'est qu'on est en direct tout de suite. Ah, on a ça ici en Guadeloupe. Ah oui, ça s'appelle Periscope. Et c'est ça qui a piégé Serge Rouillet la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Non, en Guadeloupe on a autre chose, il y a un Guadeloupéen qui a créé un réseau social réel, dont j'oublie le nom, et qui comme Facebook, on a la partie réseau social et ensuite on a des rendez-vous, des rencontres en réel pour pouvoir discuter avec nos amis virtuels. Mais voilà, il faudra peut-être un jour en parler. Qu'on se penche dessus, ça peut être intéressant. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, vous avez terminé la chronique. Partie chronique, partie LB. Partie LB Développement, donc tout comme la semaine dernière, donc chez LB Développement, on a toujours la formation contrôle de gestion pour non spécialistes les 8 et 9 mars. Donc cette formation est destinée aux responsables de gestion, aux directeurs des ressources humaines, aux comptables également. Donc vous pouvez vous inscrire au 05 90 810 325. On a aussi contrôle de gestion sociale cette fois-ci les 10 et 11 mars. Voilà. Là aussi destiné aux contrôleurs financiers, DRH et RH, contrôleurs RH et responsables paie. Et on a également les 14, 15, 21 et 22 mars, les fondamentaux du management. Donc afin d'appréhender les enjeux du management, comprendre et maîtriser les rôles et responsabilités du manager, acquérir les techniques et outils de base du management pour conduire, animer et suivre une équipe. Ça se passe où ? HLB Développement, donc il suffit de s'inscrire au 05 90 810 325. Voilà. Et pour finir, le 7 avril, on a la sensibilisation à la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc là, toujours destiné aux responsables et directeurs RH. Bien. Voilà. Écoutez, on vous remercie. Mais c'est moi. Carinette, n'est-ce pas, Sostène ? Et on vous retrouve mardi prochain en direct pour Innovation, comme chaque semaine. Et la semaine prochaine, vous verrez, on affichera votre présentation parce qu'on a désormais un petit bandeau expliquant chacune des chroniques, mais on va les utiliser. Voilà, on continue, il est 13h46, Jessie. Terminé journal avec quoi ? Toujours dans le domaine artistique et culturel, Danick. Oui. C'est Gérard Poumarou qui est le nouveau directeur général de l'archipel à Basse-Terre. Le 12 février était donc sa nomination officielle suite au départ de José Plia. Il quitte alors la direction du centre culturel Sonis qu'il a su conduire avec brio donc, pendant 10 ans. Ancien musicien de talent, c'est son savoir-faire dans la production qui lui permet aujourd'hui de franchir une nouvelle étape dans sa vie professionnelle. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi. D'émotion évidemment, c'est quand même 10 ans, presque jour pour jour, 10 ans de travail et donc une structure qu'on a pu faire découvrir à la population du quartier aussi d'ailleurs. Et une structure avec une identité maintenant qui est reconnue et qui est connue au-delà des frontières de la Guadeloupe même, au niveau régional, au niveau national et international. Donc le fait d'avoir pu recevoir de bons artistes, d'avoir formé aussi des artistes, des techniciens, des jeunes du quartier et donc voilà, beaucoup de satisfaction en fait. Le plus marquant quand même c'est d'avoir pu avoir Marcus Miller assis dans mon bureau à travailler sur mon ordinateur, ça c'est extraordinaire. Voilà, Rachel Ferrel, des artistes de ce genre et puis surtout le fait d'avoir pu mettre un atelier insertion par la culture en place et d'avoir des jeunes techniciens du quartier qui sont aujourd'hui pour certains intermittents du spectacle qui ont pu boucler leur dossier. Donc voilà, c'est avec eux que voilà, ils sont là et avec eux qu'ils connaissent maintenant ils ont un métier et ça c'est vraiment une grande satisfaction. C'est une mission exaltante et j'ai hâte d'y être en fait. Et bon, voilà, après avoir rencontré mon personnel, je parlerai un peu à la presse. Voilà. Oui, voilà. Juste pour dire que, effectivement, monsieur le nouveau directeur de l'archipel, Poumarou, nous a laissé un excellent souvenir. Personnellement, c'est quelqu'un de très affable, très aimable et coopératif. Et du point de vue de la musique, c'est un excellent musicien. Ce qu'on espère, c'est que l'archipel à Basse-Terre, je parle pour les mondes Basse-Terre là aujourd'hui, l'archipel va reprendre un second souffle avec ce monsieur Poumarou, à qui on souhaite bonne chance. Sinon, 13h48, Jessie, une dernière news.
Non, on va juste rappeler donc les titres d'aujourd'hui. Oui, donc on avait le Natural Hair Care Expo. Merci de me l'avoir dit en anglais, le Natural Hair Care. Voilà. Donc c'était le salon, on le rappelle, du cheveu naturel qui s'est organisé les 27 et 28 février au Palais des Sports du Gosier. Oui. Donc la tendance, on le rappelle, est au retour quand même. C'est la fin des perruques en fait, c'est ça. Alors la fin encore pas totalement, mais voilà. C'est ce qu'on appelle les cheveux à l'état. C'est presque la fin. C'est presque la fin. Elle confirme là, hein, Karine. Bah, il faut. On a de beaux cheveux. Il faut arrêter d'aller pour un cheveu prêté. Oui, c'est laisser cheveux la pousser. Mais c'est ça, il faut laisser les cheveux vivre. Le natural hair care. Exactement. Oui. Et donc l'apiculture est également à l'honneur donc au salon de l'agriculture en ce moment, puisque le Guadeloupéen Benoît Foucan-Pérafide a été élu meilleur apiculteur de France. Oui. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il faut dire que le monsieur Stéphane Jules qui est venu pour l'emploi a dit que les choses commencent à s'améliorer du point de vue de l'emploi et il y a un certain nombre de mesures pour les chefs d'entreprise qui créent leur entreprise et leur emploi, suivez mon regard. Oui. Et donc ces chefs d'entreprise auront des aides avec ce qu'on appelle des CIE. Donc il faudra vous renseigner, Karine, si vraiment pas tomber dans vous voulez. Non, c'est pas tomber dans l'oreille d'une chaude. Avec le MEDEF. Oui, il faudra aussi inviter le président de l'UGEG. Vous connaissez l'UGEG? Oui, bien sûr. Voilà. On va le faire venir. Et le président du MEDEF sera bientôt ici aussi. Parfait. Et on pourra parler de ces gens-là. Et puis, on a parlé, là aussi, il y a un progrès de la relation du père et de l'enfant dans le couple. Aujourd'hui, le père guadeloupéen, il s'occupe de son enfant, il s'implique dans l'éducation de l'enfant. Il ne laisse pas la mère toute seule chez elle le soir avec le timoun. Donc ça aussi c'est très important. On l'a dit avec Mirella Valerius qui était notre invitée comme tous les 15 jours. Voilà, on a terminé presque 13h51. On vous dit bon appétit, prenez votre dessert. Nous on continue à bosser, les Jessie et moi. Et Karine, on vous retrouve la semaine prochaine. Pas de problème. Oui, à mardi. Voilà.